Donc vous cherchez soit des images de sport dans un moteur de recherche d'images comme Google ou Bing ou autre chose. Vous pouvez rechercher aussi, si vous voulez, à la place des images de vue de villes. Vous pourriez même chercher aussi à la place de City View, Street View, c'est intéressant aussi. Alors ce que je recherche ici, ce sont des images qui ont beaucoup d'éléments dedans, de la richesse dans les éléments, dans les images, beaucoup d'éléments, donc pas des images pauvres au niveau visuel, parce qu'on va travailler sur les images. Et ce qu'on va voir pour commencer là, c'est la technique de création artistique avec la palette historique dans Photoshop. Donc c'est une technique qui permet de faire des retouches d'images, soit très créatives et délirantes, soit sérieuses, de la retouche d'images sérieuse, améliorer les photos de portraits, mais ça permet de le faire rapidement parce que ça n'utilise pas du tout les calques. Alors, surtout ne croyez pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas utiliser les calques dans Photoshop. Si, vous devez utiliser les calques dans Photoshop, on va le faire d'ailleurs. Mais quand on a beaucoup d'images à retoucher, cette technique de la palette historique est intéressante. Voilà, oui, du sport ou une vue d'une rue, ça paraît bien. Alors, au niveau du filtrage, des images, bien sûr, dans Bing, vous aviez ça aussi, hein, à peu près au même endroit que dans Google d'ailleurs. La taille, vous devez demander des images supérieures à peu près 2000 sur 2000. Hein. Des images supérieures à 4 mégapixels. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des images minuscules, quoi. Notez que j'ai tapé entre guillemets ici public domaine, vous n'êtes pas obligé de le faire vous pour l'instant, mais moi je l'ai fait pour trouver des images du domaine public, donc des images qui en principe, mais il faut toujours vérifier quand même sur le site qui contient l'image quels sont les droits d'utilisation. En principe ce sont des images que je peux utiliser. Si on avait plus de temps, on aurait fait une petite sortie à Prague et on aurait photographié plein de choses. Mais malheureusement, ça n'est pas prévu pour maintenant. Voilà, allez chercher 3-4 images et puis vous allez pouvoir bosser dessus. De jour ou de nuit? De jour ou de nuit, peu importe. Tant qu'il y a quand même pas mal de choses à voir dans l'image. C'est des images visuellement riches. Alors ça n'a pas une importance énorme, les images ici, tant que vous arrivez à faire l'exercice et comprendre. Alors à la première formation qu'on a eue ensemble, on a vu Illustrator et je vous avais demandé de remettre à zéro Illustrator. On va faire la même chose pour Photoshop. Donc il va falloir enfoncer sur le Mac les touches Commande Alt majuscule. Donc vous mettez les doigts au-dessus des touches Commande Alt majuscule. Attention, ne confondez pas la touche majuscule avec verrouillage majuscule. Les 3 touches que je vous demande d'enfoncer ici, c'est bien Commande Alt majuscule. Sur mon petit clavier virtuel ici, vous occupez pas de la touche orange. Ce qui compte, c'est les 3 touches ici, Commande Alt majuscule. Il va falloir les enfoncer au moment, juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de Photoshop en fait. Donc là, j'ai l'icône de lancement de Photoshop, je clique sur l'icône, j'enfonce les touches, je les garde enfoncées, et ça devrait faire apparaître un message qui va me demander si je veux supprimer les paramètres. Ça veut dire que toute la personnalisation de Photoshop va être remise à zéro. Et ça c'est bien, vous aurez tous le même Photoshop tel qu'il est dès qu'on l'a installé en fait. Hein. La première fois qu'on l'utilise après l'avoir installé, voilà comment il va apparaître. On répond évidemment oui à la question. Alors tout ne se remet pas à zéro dans Photoshop. Les paramètres couleurs ne se remettent pas à zéro par exemple. Les réglages des profils couleurs ne se remettent pas à zéro, mais la plupart des outils se sont remis à zéro. Il faut absolument arriver à faire ça. Alors voilà, vous avez Photoshop qui apparaît dans une fenêtre flottante. Photoshop dans une fenêtre flottante. Bon, ça n'a d'intérêt que quand vous avez plusieurs écrans connectés à l'ordinateur. Parce que je vois souvent des gens qui travaillent dans Photoshop comme ça, mais en fait ça n'a aucun intérêt quand on n'a qu'un seul écran. Donc on va passer en mode plein écran pour Photoshop. Vous allez dans le menu Fenêtre et vous allez décocher Cadre de l'application. Bon, ça c'est typiquement Mac. Sur un PC, vous n'aurez pas ça.
Vous n'aurez pas ce Photoshop qui apparaît dans une fenêtre flottante sur Windows. On peut rendre la fenêtre flottante sur Windows et la déplacer sur un autre écran. Ça fait partie du système Windows. Mais ici, sur le Mac, c'est comme ça que Photoshop se présente quand on l'ouvre. Donc fenêtre et on décoche cadre de l'application. Et voilà, vous avez Photoshop qui utilise tout l'écran. C'est bien. Alors voilà, je vais faire passer la palette des outils en 2 colonnes. Donc ici, je vais cliquer sur la double flèche. Voilà. Parce que moi j'aime bien comme ça, parce que historiquement c'était comme ça dans Photoshop. Je vais me débarrasser des palettes qui sont à droite, tout ce groupe de palettes, je vais m'en débarrasser. Donc essayez un peu, vous avez peut-être déjà essayé, la touche tabulation. Donc la touche qui est juste à gauche de la touche A, quand vous enfoncez la touche tabulation, ça enlève toutes les palettes. Donc tout le menu, enfin la palette des options qui était là au-dessus, la palette des outils, les palettes à côté. Donc la touche tabulation, ça peut être pratique en cours de travail. Par contre, ici, je veux faire disparaître uniquement les palettes de droite. Donc je vais enfoncer la touche majuscule. Donc la touche qui est juste au-dessus de la touche contrôle sur le clavier Mac. Et on ne parle pas de verrouillage majuscule, on parle bien de majuscule et tabulation. Et vous voyez que ça n'agit que sur les palettes de droite. Et ça peut être bien pratique aussi. Donc je fais disparaître les palettes de droite. Alors on va faire apparaître, on va ouvrir une des images en fait. Déjà, vous allez ouvrir une des images que vous êtes allé chercher et on va travailler sur elle. Voilà. Donc, il est possible que l'image n'apparaisse pas comme étant avec beaucoup de qualité, mais pour vraiment juger de la qualité de l'image, il va falloir double-cliquer sur la loupe dans la palette des outils. Mais en attendant, je vois qu'il y en a certains qui ont un message sur les profils colorimétriques. Vous pouvez faire ceci quand vous avez un message sur les profils colorimétriques. Vous pouvez ignorer, c'est le troisième bouton en bas. Voilà. Et ensuite, pour que les couleurs de l'image soient bonnes, vu qu'elles viennent du web, c'est fort probable que ce soit du profil sRGB, du standard RGB. Vous allez dans Édition, attribuer un profil, et vous attribuez le profil sRGB. On en a déjà parlé de ça. Voilà. Donc avec la petite astuce que je vous donne là, sans même comprendre ce qu'est un profil colorimétrique, vous êtes sauvé à chaque fois. Ignorez le profil intégré et assignez le profil sRGB. Bien entendu, dès qu'on commence à étudier ce qu'est un profil colorimétrique, on réfléchit un peu plus quand on fait les choses. Et bon, voilà. Si vous voulez vraiment vérifier que c'est une image sRGB, c'est ici que ça se passe, en bas à gauche de la fenêtre de l'image, dans le petit menu ici. Vous pouvez choisir Profil du document. Et il devrait être indiqué que c'est du sRGB. Voilà. Donc ça veut dire qu'on voit normalement les couleurs telles qu'elles sont prévues. Donc même si vous travaillez sur un écran haut de gamme qui affiche beaucoup de couleurs, en faisant ça, dans la fenêtre de l'image, c'est comme si vous voyez l'image sur un écran bas de gamme d'un internaute. Un écran qui a été créé aux normes sRGB. Vous voyez un peu la logique? Vous avez peut-être un écran, vous avez d'ailleurs un écran de Mac là, sous les yeux qui est meilleur que du sRGB. C'est un écran qui est valable pour des graphistes, il affiche beaucoup de couleurs saturées, mais en ayant assigné le profil sRGB comme ça, édition, attribuer un profil, on dit à Photoshop, tu me montres cette image comme elle sera sur un écran bas de gamme. Et vu qu'elle vient du web, elle est prévue pour un écran bas de gamme. Donc vous voyez bien les images, vous voyez correctement les couleurs. Vous pouvez enfoncer la touche F sur le clavier, et comme ça vous passez plein écran.
Vous allez faire apparaître la palette des couches, menu fenêtre, couches. Vous pouvez détacher l'onglet, vous prenez le mot couche et vous le bougez. Voilà, vous avez la palette des couches. Et vous avez aussi normalement la palette des calques qui est apparue. Sinon, vous faites fenêtre calque pour la faire apparaître. Alors souvent, on demande quelle est la différence entre les couches et les calques. Je suppose que vous savez que les calques, ce sont des constructions dans l'image. On superpose des éléments. Et les couches, ça sert à faire les couleurs dans l'image. Donc c'est des choses complètement différentes. Bon, il y a juste un truc vicieux, c'est que couche en anglais, ça se traduit par layer. Et que dans le Photoshop anglais, les calques s'appellent les layers. Et en fait, les couches s'appellent les channels. Donc il y a un truc un peu confus si vous travaillez avec la version anglaise de Photoshop, où vous allez dans la palette layers et vous vous dites, tiens, c'est la palette des couches. Mais pas du tout. La palette des couches, dans Photoshop anglais, c'est la palette channels. Alors vous voyez qu'on n'a qu'un seul calque. On ne va pas ici créer des calques. Surtout, ne créez pas de calques. La technique qu'on va étudier ici ne nécessite pas de créer des calques. Donc vous pouvez même fermer les deux palettes, on n'en a pas besoin. Les couches et les calques? Oui, vous fermez tout et on va faire apparaître la palette historique. Menu fenêtre, historique. Voilà, même chose, il faut absolument la détacher et l'agrandir. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai une grande palette historique, c'est mieux. Donc la palette historique va vous permettre de faire de la retouche créative ou sérieuse, rapide, sans utiliser les calques. Alors voilà, pour l'instant dans la palette historique, qu'est-ce qu'on voit? On a ouvert l'image. Tout ce qu'on fait apparaît dans la palette historique, bien sûr. On a ouvert l'image et on lui a attribué éventuellement un profil. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, mais peu importe. En tout cas, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent apparaît dans la palette historique. La palette historique retient actuellement, dans cette version site Photoshop, retient les 50 dernières actions que vous avez faites sur une image. Mais 50 actions, c'est vite fait, parce que quand on fait des petits coups de pinceau, les 50 actions, on y est vite arrivé. Alors on va aller régler Photoshop pour qu'il retienne beaucoup plus d'actions sur les images. La palette historique va avoir une capacité plus grande. Vous allez dans le menu Photoshop sur les préférences. Bon, j'ai dû relancer Photoshop parce qu'il ne voulait pas me montrer les préférences. Mais donc voilà, là ça marche. Et dans les préférences, ce qui nous intéresse, c'est les préférences performance. Bon, si vous êtes allé sur Général, c'est pas grave, puisque sur la gauche, pardon, de la boîte ici, vous avez toutes les préférences qui sont accessibles. Là, on va dans Performance. Et dans Performance, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Les états d'historique. Combien d'étapes, combien d'actions la palette historique retient. On est donc à 50, on va monter. Vous pouvez aller jusqu'à 1000. Cliquez sur OK et c'est beaucoup mieux. Si vous mettez au maximum et que vous faites beaucoup d'actions, elles vont être mises en mémoire par Photoshop et évidemment, ça nécessite un ordinateur puissant. Maintenant, en ayant mis 1000, si vous allez jusqu'à 100 actions, c'est pas grave, hein, ça, évidemment. Ça ne bouffe pas de la mémoire tant que ça n'en a pas besoin. Alors, important aussi pour que ce qu'on va faire au niveau créatif avec la palette historique fonctionne bien, vous allez dans le menu de la palette historique et dans les options d'historique. Donc le menu de la palette historique, les options d'historique, il y a ceci qu'il faut cocher, accepter un historique non linéaire. Quand on est dans un historique linéaire, quand on n'a pas été demandé un historique non linéaire, ça écrase, ça efface les actions qui n'apparaissent plus dans l'image. Bien entendu, tout ça, il ne faut pas le faire à chaque fois que vous utilisez Photoshop. Les fois suivantes, quand vous allez utiliser Photoshop, vous allez le relancer sans le remettre à zéro. Ces deux choses qu'on vient de modifier seront toujours là.
Alors voilà, on va faire une petite opération sur votre image. Bon, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez faire des tests vraiment comme vous voulez par la suite. Mais on va faire ensemble à peu près les mêmes opérations sur l'image. Donc, dans un premier temps, je vais demander de faire un tracé des contours. C'est-à-dire que je vais demander à Photoshop de me trouver les contours dans cette image. Donc, filtre, esthétique, tracé des contours. Donc, vous voyez qu'actuellement, dans la palette historique, j'ai uniquement ouvrir l'image et attribuer un profil. C'est tout ce que j'ai. Donc, filtre, esthétique, tracé des contours. Voilà. Donc, ça m'a trouvé les contours dans l'image. Par une technique que je pourrais vous expliquer, c'est un truc qui existe depuis très longtemps avant l'infographie, comment trouver les contours dans une image. Il faut en fait superposer une version floue de l'image à une version nette et on arrive à trouver les contours. Par une petite astuce avec un négatif, c'est ce qu'on appelle la technique du masque flou. Donc ça n'a rien de magique, c'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est bêtement du traitement d'image ici. Alors, je voudrais un effet de dessin en noir et blanc, donc je vais enlever la couleur, on va aller dans Image, Réglage, Désaturation. Je vous rappelle qu'il ne faut pas utiliser de calque de réglage ici, on n'utilise pas les calques. Donc je vais dans le vieux menu de Photoshop qui attaque directement les pixels du calque, c'est le menu Image, Réglage. Parce que dans Calque, Réglage, menu Calque, Réglage, ce sont les calques de réglage. Et si vous commencez à les utiliser ici avec l'historique, ça va foirer. Donc, on n'a toujours qu'un seul calque. Et voilà, on a un joli dessin en noir et blanc de votre scène, éventuellement. Parfois, ça donne mieux. Alors, quand on n'est pas content du résultat, parfois, de modifier le nombre de pixels dans l'image, la taille de l'image en pixels influence le résultat. Mais on verra ça plus tard. Bien. Alors voilà, on va utiliser une brosse spéciale qui est la forme d'historique. Donc vous avez ici la forme d'historique. À cet endroit-là, vous avez la forme d'historique. En dessous, c'est une forme d'historique artistique, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Elle permet de faire de la peinture un peu dans Photoshop. Mais voilà, forme d'historique, pour faire la retouche photo, c'est bien. Ok. Vous avez l'outil forme d'historique. Vous allez modifier la dimension de la brosse. Donc c'est CTRL-ALT à enfoncer sur le clavier du Mac et jouer avec le bouton gauche de la souris. Donc vous avez la dimension de la brosse en bougeant de gauche à droite et de haut en bas, c'est la dureté. Vous mettez quelque chose d'assez grand quand même. Hein. Flou, c'est mieux parce que ça va permettre d'intégrer les choses les unes aux autres par un espèce de fondu. Voilà. Alors voilà. On va prendre la bonne habitude de procéder comme ceci. Vous allez cliquer sur le mot, pas cliquer sur le mot ouvrir. Hein. Si vous avez cliqué sur le mot ouvrir, il va falloir revenir à désaturation, vous voyez. Donc vous ne cliquez pas sur le mot ouvrir, vous cliquez sur la petite case en face de ouvrir. Donc on va injecter l'image telle qu'elle était au moment où on l'a ouverte. Alors vous allez me dire, mais avec l'instantané qui est là, ceux qui connaissent vont dire, avec l'instantané qui est là, ça marchait déjà. Oui, mais prenons les bons réflexes dès le départ. Prenons le réflexe d'aller cliquer sur la petite case juste en face de ce que je veux injecter. Et là, quand vous passez, vous réinjectez l'image d'origine. Vous faites un mix entre le dessin et l'image d'origine. Alors, si vous trouvez que c'est bien, surtout vous enregistrez. Parce que, par la suite, pour retrouver l'image telle qu'elle, ça ne va pas être évident. Enfin, ceux qui s'y connaissent pourraient dire, oui, on pourrait prendre un instantané. Ok. Mais enregistrer, si ça vous botte de récupérer les différentes versions de l'image. Parce que forcément, à un certain moment dans votre processus créatif, vous irez trop loin, ça va devenir moche. Et donc, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement
ces images. Au format Photoshop, c'est mieux. J'ai enregistré ici en JPEG, ça aurait été mieux d'enregistrer au format Photoshop, parce que le JPEG recompresse une image qui était déjà compressée à l'origine en JPEG, donc on rajoute des artefacts JPEG, des petits défauts de compression JPEG à chaque fois, donc l'enregistrer au format Photoshop, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez tester. Alors, astuce surtout, je vous l'ai déjà dit, dans Photoshop, vous avez vraiment intérêt à zoomer en arrière pour voir l'entièreté de l'image et pouvoir faire des brosses assez grandes, où il faut être sur l'image pour faire la brosse. Voilà, CTRL-ALT, bouton gauche du Mac ou bouton droit du PC, je vous rappelle. Hein. Voilà, et vous allez pouvoir faire des tests. Et alors, à un certain moment, vous vous dites, mais je suis allé trop loin, j'ai enlevé trop de dessins. Ben, c'est pas grave. Si vous avez enlevé trop de dessins, vous allez mettre la petite case, vous cliquez sur la petite case en face du mot désaturation dans la palette historique et vous réinjectez du dessin où vous voulez. Voilà. On peut faire des tests, la moitié de l'image gauche photo, l'autre moitié en dessin, ou c'est la moitié gauche qui va être en dessin et la moitié droite en photo. Vous voyez, c'est très très souple. Alors, ça ne s'enregistre pas dans l'image. Tout ce qui est là, les actions de la palette historique ne s'enregistrent pas dans l'image. C'est-à-dire que si vous enregistrez l'image, vous la fermez, vous la réouvrez, vous allez pas retrouver tout ça en fait. Hein. Donc il faut vraiment, c'est vraiment un processus, un one-shot, c'est un processus créatif rapide sur une image qui, pendant qu'elle est ouverte là. Bien. Alors à un certain moment, je vais tester d'autres choses. Je me dis, tiens, si je donnais un peu une couleur autre que du blanc en dessous du dessin, que ce soit plutôt une couleur un peu comme du papier, ou ben, je vais tester ça. On va modifier les pixels de l'image en allant dans Image, Réglages, Teinte, Saturation. Image, Réglages, Teinte, Saturation. Ça peut se faire aussi avec le réglage des courbes, si on connaît. Et alors, vous avez une option ici, dans le réglage de teinte saturation, vous avez une option qui s'appelle « Coloriser ». Dans les anciennes versions de Photoshop, ça s'appelle « Redéfinir ». Et ça vous transforme l'image couleur en noir et blanc, et ça vous la colorise. Donc c'est bien ça que ça fait. Hein. Si je regarde, quand je coche « Coloriser », toutes les couleurs sont oubliées, et ça colorise l'image. Alors surtout, le curseur luminosité, il vaut mieux le laisser à 0. Et vous allez pouvoir jouer sur saturation et teinte. Ceci dit, je vous dis une bêtise, parce que si vous voulez rendre les blancs de l'image colorée, pour donner l'impression que le dessin est sur un papier coloré, il vaut mieux baisser la luminosité dans ce cas-ci. Oui, c'est une exception. En général, on veut que les blancs restent des blancs, mais ici, je voulais que le dessin soit comme sur du papier, un peu architecte, là. Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, du carbone? Comment ça s'appelle encore, ceux qui ont fait l'architecture, là? Un papier comme ça s'appelle un carbone ou... Moi, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Bon. OK. Et voilà, j'ai cliqué sur OK. Ok, ici ça devient intéressant. Vous avez deux manières de traiter cette chose. Deux manières de traiter cette chose. Soit vous vous dites, tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à un certain moment. Ben, je peux aller réinjecter ici l'image telle qu'elle était juste avant. Vous voyez, je mets la petite case en face de forme d'historique, je peux réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant. Ou alors, autre approche, vous allez d'une étape en arrière et vous injectez la version colorisée en mettant la petite case en face de teinte saturation. Donc les deux sont bons. Hein. Soit je reste en teinte saturation et j'injecte l'image comme elle était avant, soit je suis en forme d'historique là, l'image comme elle était avant et j'injecte teinte saturation. Les deux sont bons. Voilà. Et vraiment, avec ça, vous allez pouvoir être très créatif dans Photoshop et faire beaucoup de choses. J'enregistre l'image au format Photoshop. Cette fois-ci, j'ai dit que réenregistrer en JPEG, c'est pas bon.
parce que ça compresse une deuxième fois. Bon, clairement, c'est pour faire de la retouche rapide. On ne va pas commencer au petit pinceau à aller faire des petites choses. Non, c'est pour la retouche rapide, des effets qui sont appliqués rapidement sur les images. Et généralement, les débutants en Photoshop font l'erreur, quand ils mettent un filtre sur une image, ils font l'erreur de le mettre sur toute l'image. Et alors, à la fin, ils obtiennent une image, parfois on ne voit plus ce que c'est. Eux savent ce que c'est, mais c'est pas intéressant comme image. Et donc, pour donner de la richesse aux images, il faut appliquer les filtres partiellement, et c'est ce qui est fait ici. Quand une partie de l'image a subi une transformation, c'est beaucoup mieux que quand c'est toute l'image. Bon, ici, je vais ouvrir une autre image que j'avais été chercher. Voilà, donc la palette historique, bien sûr, est quasiment vide pour cette image-là. C'est logique, hein. Si je repasse sur l'autre image, contrôle tabulation, ben, la palette historique, pour cette image, elle est bien remplie. Hein. Contrôle tabulation, je suis sur cette image que je viens d'ouvrir. Pour passer d'une image à l'autre, vous pouvez aussi utiliser le bas du menu fenêtre, bien sûr. Hein. Dans tous les logiciels Adobe, le bas du menu fenêtre vous montre toujours tous les documents qui sont actuellement ouverts. Alors, ce que je vais faire ici, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Je vais faire un effet de vignettage. Je vais tester ça. Donc, image, réglage, courbe. Je prends l'extrémité là de la courbe, donc qui concerne ce qui est clair, vous voyez. Hein. Si on regarde les gammes de gris, c'est ce qui concerne ce qui est clair. Je le baisse. Voilà, donc je rends l'image fade et sombre. Ok. Après, c'est rapide, il suffit que je mette la case, le petit outil historique qui est en face de la case ouvrir. Je prends une grande brosse à bord flou, avec la forme d'historique, bien sûr. Et j'injecte, et voilà, j'ai un effet de vignettage. C'est pour faire des retouches rapides, c'est sympa. Voilà. Donc vous avez vu que en passant de ouvrir à courbe, je module un peu mon effet vignettage et surtout je zoome en arrière. On ne le dira jamais assez, zoomer en arrière, c'est vraiment un grand secret en infographie pour arriver à faire des choses intéressantes. Il faut pouvoir attaquer l'image par le côté, en fait, comme ça. Ok. Alors, je vais repasser sur toute l'image comme ça, avec ouvrir, donc il n'y a plus d'effet de vignettage. Je me suis dit, tiens, mon effet de vignettage, il est un peu trop fort. Quand je le mets, c'est trop sombre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Regardez, ça c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir faire des variantes au départ de ce que vous avez dans la palette historique, vous allez pouvoir influencer le résultat. Je vais injecter l'image sombre. Mais, ici, dans les options de la forme d'historique, donc forme d'historique qui est là, dans les options, je vais diminuer l'opacité. Si je mets à 50%, je vais à peu près, je vais injecter à moitié l'image sombre. Voilà. Donc ça fait un effet de vignettage moins fort que tout à l'heure. Je vous montre à 100%, vous allez voir que ça s'assombrit beaucoup plus. Voilà. Donc on peut aussi influencer la manière dont on injecte. J'annule ici, voilà. C'est pas mal. Ok.
Le genre de choses qu'on peut faire avec la palette historique, c'est infini. J'ai ouvert ici une autre image, je vous montre rapidement, vous ne devez pas nécessairement le faire. Je vais aller dans le menu filtre, filtre flou, flou gaussien. Et je vais mettre un flou sur l'image. Voilà. OK? Donc voilà, je viens de mettre un flou sur l'image, un flou gaussien. Je vais revenir d'une étape en arrière, en cliquant sur le mot ouvrir. Je vais injecter le flou gaussien avec la palette historique. Je vais tenter de l'injecter sur le dessus et le dessous, on va voir ce que ça donne. Voilà, et le dessous. Voilà. J'annule. Commande Alt Z. Ou alors je viens ici simplement. Voilà. Je vais réinjecter, mais cette fois-ci je vais diminuer un peu l'opacité de la brosse pour injecter moins de flou. Enfin, vous voyez que ça sert vraiment pour tout. Quand on veut également modifier les couleurs de quelque chose, ça peut servir. Enfin, c'est vraiment... Mais attention, n'y passez pas trop de temps, c'est vraiment pour de l'approche globale comme ça de la retouche avec des gros pinceaux. Techniquement, il est possible de le faire de passer beaucoup de temps à faire du détail, mais là, il passer au calque. Si c'est de la retouche moins rapide, passez au système de calque. Voilà, bon, ça fait un petit effet. Là, je modifie la teinte saturation, image réglage teinte saturation, mais sans cocher colorisé. Donc les couleurs restent quand même un peu différentes. Voilà, il y a des feux rouges qu'on voit là. Je me dis, tiens, je vais réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant. Donc juste avant quoi? Ben, juste avant teinte saturation, je dois cliquer sur la petite case en face de forme historique. Je vais réinjecter l'image telle qu'elle était juste avant teinte saturation, avec la forme d'historique. Voilà, et ça donne des effets de couleur. Je vais peut-être le faire à 100%. Ok. Comment on fait, monsieur Passel? Parce que là, genre, je cherche le sens de ma question. Tu cherches le sens de ta question, oui, oui, oui. Là, on a les eaux calibrées, donc... Voilà. Alors, être créatif, c'est pas évident. Peut-être que certains parmi vous ont un peu de problème avec la créativité parfois. Ils trouvent qu'ils sont un peu lents. Mais je pense que je vous l'ai déjà dit, être créatif, c'est facile s'il s'agit de faire des choix. En multipliant les versions d'une image, vous allez pouvoir, à la fin, à un certain moment, faire un choix, quelle est parmi les 2-3 versions que j'ai faites, quelle est la meilleure. Vous la choisissez et vous redémarrez là-dessus pour faire à nouveau des variantes. À nouveau, vous choisissez quelle est la meilleure et progressivement par étapes comme ça, un peu la méthode AB en marketing, si vous connaissez, où on présente deux variantes d'un produit au consommateur, il doit dire quelle est la meilleure et on fait ça plusieurs fois et on arrive à élaborer un produit valable. Et alors, on peut même mixer à la fin 2 versions qui sont totalement différentes, bien entendu aussi. Enfin, ça, c'est des techniques de créativité en infographie. Il faut utiliser l'ordinateur et la puissance qu'on a maintenant. Ils sont très rapides pour générer beaucoup de choses. Il faut le sauvegarder sur le disque dur et puis vous faites des choix. Donc, vous avez remarqué qu'un ordinateur, ce n'est pas une feuille de papier. Donc quand vous faites une erreur, quand vous faites un truc qui ne vous plaît pas trop, vous n'êtes pas obligé de l'effacer. Vous pouvez le sauvegarder malgré tout.
Sur une feuille de papier, quand c'est pas bon, il faut gommer et on remplace. Mais sur un ordinateur, on peut multiplier les versions et surtout faites-le. Bon, ici, j'utilise le filtre de netteté. Voilà. Donc j'ai mis du flou sur tout le bord de l'image, et là je mets de la netteté sur toute l'image. Je reviens en arrière. J'injecte l'accentuation des détails. Donc c'est dans le menu filtre, renforcement, accentuation. C'est une version un peu moins bonne que ce qu'on a fait l'autre jour avec le filtre passe haut, mais ça a l'avantage d'être rapide. Voilà, j'injecte de la netteté. Donc vous avez du flou à l'extérieur et de la netteté au milieu. Donc ça donne du punch à l'image. Tout ça peut être très intéressant. Chaque fois, j'enregistre une version avec un nom différent. Là, j'ai mis un effet d'estampage, vous voyez sur l'image, filtre esthétique, estampage, donc ça donne une impression un peu de relief, comme ça. C'est moche. Je reviens en arrière. Je vais réinjecter avec la forme d'historique l'estampage. C'est moche. J'annule. Mais, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est changer le mode d'application du pinceau. Normal, ça veut dire recouvrant. Mais si je change le mode d'application, les pixels que j'injecte vont se mélanger d'une certaine manière avec les pixels d'en dessous. Je peux par exemple essayer incrustation. Et mon estampage qui était moche tout à l'heure peut donner un truc un peu mieux. Mais ça donne un peu un effet irréel à la ville, comme ça peut être sympa. Donc, c'est vraiment infini. Et vraiment enregistré. Dès que vous voyez un truc qui est pas mal, enregistrez-le sur le disque dur, parce que pour refaire ça, ce sera impossible. Il y a tellement de paramètres. Vous n'allez pas réussir à refaire un truc que vous avez vu et qui était bien. Voilà, c'est juste changer le mode du pinceau. Il y a plein de modes à tester. Ok.
C'est ça qui est assez frustrant en créativité, c'est que parfois les choses les plus rapides à faire, c'est ce qui donne le mieux. Vous pouvez passer des heures sur un projet et ce sera plus moche qu'un truc fait en 10 minutes parfois. Voilà, je vais fermer l'image que j'ai enregistrée, je vais fermer les autres aussi. Plus aucune image ouverte, hein. Dans le bas du menu fenêtre, il n'y a plus rien qui est ouvert, hein. C'est important. Et je vais aller ouvrir maintenant différentes versions d'une image que j'ai, différentes versions que j'ai faites d'une image. Donc par exemple ici j'ai fait 7 versions de l'image de la ville. Je vais les ouvrir toutes. Bien, elles sont toutes là. Elles se sont mises, comme vous voyez, toutes dans la même fenêtre. Et il y a des onglets pour passer de l'une à l'autre. Je vais demander à Photoshop de les sortir dans des fenêtres. Chaque image va avoir sa fenêtre. Donc menu fenêtre, réorganiser. Tout affiché dans des fenêtres flottantes. Et voilà, j'obtiens chaque image dans une fenêtre comme on le voit. Facile ça. Je vais demander maintenant à Photoshop de me les mettre côte à côte, automatiquement. Menu fenêtre, réorganiser, juxtaposer. Voilà, j'ai les images qui se sont juxtaposées. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Je vais pouvoir comparer en parallèle toutes les images et choisir quelle est la meilleure. Mais regardez, il y a vraiment une astuce. La main, ici, je vais activer la main dans la palette des outils et je vais aller régler la main, là au-dessus. Il faut que je coche l'option défilement des fenêtres. Ça veut dire que quand je suis dans n'importe quelle image et que je la bouge, toutes les images bougent. Un peu comme dans Lightroom. C'est pas tout. Je vais ici dans la loupe, j'active la loupe. Un seul clic. Et ici dedans, oui, ceci doit être décoché, c'est mieux. On ne veut pas que les fenêtres changent de dimension. Par contre, ceci, il va falloir cocher zoom fenêtre. Voilà, zoom fenêtre. Ah oui, de toute façon, regardez, même si ceci était coché, dès que je coche zoom fenêtre, ça devient inactif. Voilà. Avec zoom fenêtre, quand je prends la loupe et que je clique dans l'image, ça zoome dans toutes les images. Si je fais la touche Alt, c'est la loupe négative, je clique, ça zoome en arrière. Attention, n'utilisez plus la roulette pour zoomer en avant, en arrière dans les images, ça ne marchera pas. Il faut vraiment prendre la loupe et cliquer. Touche Alt pour la transformer en négatif, on clique, voilà. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment, si toute l'image est visible dans la fenêtre, la main ne sert plus à rien. Je prends la main, ça ne fait plus rien. La main, ça sert quand une partie de l'image n'est pas visible. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez même faire intervenir votre client, si vous voulez, et lui montrer les différentes versions et lui demander, tiens, parmi tous les projets qu'on a envisagés, voilà, en fait, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui conviendrait le mieux? Ça va? Vous essayez de faire ça parce que c'est vraiment un truc super intéressant, cette possibilité de synchroniser le panoramique et le zoom dans les images Photoshop. Ah oui, ici j'ai demandé juxtaposer, mais j'aurais pu demander aussi ceci, fenêtre, réorganiser. Et là vous avez plus de choix en fait. Tout disposer en mosaïque horizontale ou verticale. Bon, je vais faire en mosaïque verticale. Voilà. Ah ben c'est mieux ça. Donc à la place de fenêtre réorganisée, juxtaposée, ici j'ai été demandé spécifiquement de les mettre côte à côte dans des fenêtres verticales. Tout disposé en mosaïque verticale. Suivant le type d'image,
Mosaïque verticale ou horizontale conviendra mieux, l'un ou l'autre. Je dois avouer qu'avec autant d'images, c'est peut-être pas facile. Il faut peut-être en laisser tomber certaines qui sont clairement pas bonnes, et puis redemander, fenêtre, réorganiser, tout disposer en mosaïque verticale. Et là, on voit un peu mieux les images. Alors voilà, imaginons que je trouve que dans l'image de gauche, le bas de l'image de gauche, c'est pas mal du tout. Et dans l'image qui est tout à fait à droite, c'est le haut de l'image de droite qui est pas mal du tout. Alors bien entendu, je vais faire un mix des deux. Et à ce moment-là, je vais commencer à jouer avec des calques. Donc je vous montre, je prends l'outil de déplacement. Pas besoin de faire de sélection si je déplace toute l'image, bien sûr. Je travaille sur l'image de gauche, là. Alors je positionne l'outil de déplacement sur l'image de gauche et je déplace vers l'image de droite. Et voilà, ça arrive. Mais vous voyez que ça arrive n'importe où. Donc j'annule. Commande Z. Je recommence, je travaille sur l'image de gauche, je vais déplacer, mais pendant que je déplace, j'enfonce la touche majuscule. Et ça arrive parfaitement au centre de l'image qui reçoit. Ça se superpose parfaitement, puisqu'elles ont la même dimension. Vous voyez, les touches majuscules, quand vous déplacez un élément d'une image à l'autre, ça va faire en sorte que ça arrive parfaitement au centre. Ok, je ferme l'image du milieu, je ferme l'image de gauche. Je suis donc avec l'image là, dans laquelle j'ai obtenu, évidemment, un calque. Alors je vais agrandir un peu les vignettes, menu de la palette calque, option panneau. Voilà, ce sera mieux. Donc on voit clairement que j'ai mon image qui était à gauche sur mon écran tout à l'heure, qui est venue en tant que calque au-dessus. Il suffit d'ajouter un masque de fusion. Dans le masque de fusion, de faire un dégradé du noir au blanc, puisque les différents niveaux de gris, c'est la transparence dans un masque de fusion. Je prends le dégradé. J'ai du noir et du blanc là, oui, c'est bien dégradé du noir au blanc, parfait. Mode normal, 100% d'opacité. Je suis bien en train de travailler dans le masque de fusion, c'est lui qui est encadré, c'est pas l'image là, c'est le masque de fusion qui est encadré. Je trace sur l'image. Je vais passer en plein écran, tiens, voilà. Touche F, je trace sur l'image. Et dans l'autre sens, voilà, c'est ce que je voulais en fait. Voilà. Dans l'autre sens, je voulais mélanger, je voulais le bas de l'image de gauche et le haut de l'image de droite. Et voilà, j'ai réussi à mélanger les deux. Donc, vous voyez, au niveau créativité, vous avez vraiment les outils qu'il faut pour aller très très loin. Avec la palette historique, plus la possibilité de mélanger les choses par la suite avec un masque de fusion. Bien, j'enregistre au format Photoshop, bien sûr, et je vais l'appeler Mix.